Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. Bon matin, chères auditrices, chers auditeurs, plaisir de vous retrouver ce mercredi 14 avril 2021. Au programme Violence conjugale, on cherche toujours des solutions auprès de nos invités. Les effets de la loi 21 sur les facultés et les départements de l'éducation. Le rôle de PMI Montréal dans le soutien aux entrepreneurs. La Fédération africaine-canadienne de l'économie. Restez à l'écoute, on vous revient après une courte pause. L'économie est durement affectée à Montréal comme ailleurs depuis le début de la pandémie. Tous les composants sont invités à contribuer à une relance économique. Parmi eux, PMI Montréal, et j'ai le plaisir de recevoir Henri-Jean Bonny, président de PMI Montréal. Monsieur Bonny, bonjour. Bonjour Mohamed, comment allez-vous? Ça va très bien, de votre côté? Tout va bien, malgré un contexte effectivement difficile. Effectivement. Alors, peut-être avant de parler de la relance, pouvez-vous nous présenter les faits saillants de bilan, votre regard de 2020? Oui, alors écoutez, effectivement, pour donc le PMI Montréal, hein, c'est vraiment l'association des professionnels en gestion de projet au Québec. Donc on couvre vraiment tout le volet de la gestion de projet. Je vous dirais, la pandémie a eu deux effets principaux. Hein. Le premier, c'est que elle a affecté beaucoup de pans de notre économie et évidemment la santé mentale de beaucoup de travailleurs et travailleuses québécois. Alors ça a eu pour effet d'ailleurs un gros impact sur les projets. Le deuxième effet qui est un peu plus positif, c'est que le gouvernement justement du Québec a décidé une grande relance économique à travers des grands chantiers de grands projets. Donc on parle des chantiers de construction, on parle des chantiers au niveau du ministère de l'Éducation, du ministère de la Santé. Donc il y a un volume important de projets qui sont déjà démarrés, qui s'en viennent pour pouvoir relancer l'économie. Donc je vous dirais que c'est assez ambivalent. En ce qui concerne l'organisation PMI Montréal, bien nous on avait heureusement déjà amorcé un virage numérique en 2018-2019. Donc on a pu continuer à offrir nos services aux membres à travers les plateformes numériques. Mais évidemment, ça ne remplace pas les rencontres en personne et les échanges humains, malheureusement. Oui. Voilà, donc finalement un constat un petit peu moitié-moitié, je vous dirais. Oui, alors c'est sûr que le virage économique, ça fait partie des éléments qu'il fallait faire pour adapter vos services, mais y a-t-il d'autres démarches que vous avez entreprises? Alors, c'est sûr que oui, en fait, on a vraiment senti qu'il y avait que nos membres, on a 5600 membres au Québec, on couvre autant la région de Montréal que Trois-Rivières et Sept-Îles. On a senti une grande disparité de la façon dont la pandémie était vécue. Aux îles de la Madeleine, la pandémie n'a pas été vécue de la même manière que dans le centre-ville de Montréal. Évidemment, on le comprend facilement. Alors nous, il a fallu nous adapter par rapport à cette réalité-là. Également, je vous dirais que la déconnexion physique là, qu'on a tous vécue à force de travailler via des plateformes comme Zoom, Teams, etc., la vidéoconférence, quelque part, il a fallu la remplacer par davantage d'événements virtuels pour vraiment toujours essayer de connecter au maximum avec notre base de membres, notre communauté. Et ça a beaucoup aidé, je vous avoue là. Puis vraiment, on a mis beaucoup d'efforts là-dessus. L'autre chose, c'est au niveau de nos employés. On a quand même 6 employés au PMI Montréal, et là aussi, il a fallu s'assurer que les employés demeurent mobilisés. Il a fallu gérer le stress aussi que représente la pandémie, les risques pour les enfants, les écoles fermées, les écoles ouvrent, les écoles referment. Alors ça a été vraiment difficile à gérer. Donc on a vraiment dû mettre en place des politiques de travail très flexibles, adaptées réellement à la réalité, pour faire en sorte que finalement on passe au travers tous ensemble, et qu'on développe une certaine résilience par rapport à tout ça. Oui. Mais je vous avoue que les gens commencent à être un petit peu tannés d'être tous chez eux tout le temps là. On ressent vraiment que les gens ont besoin de reconnecter de nouveau là. Exactement. En ce qui concerne les entrepreneurs, est-ce que la pandémie a créé des nouvelles opportunités?
malgré le contexte? Je pense que oui. Franchement, la pandémie a exacerbé la pénurie de la main-d'œuvre qu'on vivait déjà en 2019, rappelez-vous. Il y avait donc beaucoup de débats d'ailleurs à l'Assemblée nationale sur les fameux quotas d'immigrés. Oui. Alors, je pense que ça ajuste le fait qu'on ferme les frontières, qu'on limite drastiquement l'immigration. C'est venu renforcer cette pénurie de main-d'œuvre. Alors, il y a eu plusieurs effets. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup plus d'effets négatifs que positifs, même si je comprends tout à fait la politique gouvernementale à ce niveau-là. Mais ça a obligé certains entrepreneurs à se creuser la tête et à finalement initier des projets d'amélioration de la productivité. Parce que c'est sûr que quand on n'a pas de main-d'œuvre, soit on ne fait rien, soit on essaye de faire mieux avec ce qu'on a. Donc il y a eu beaucoup de projets, ce qu'on a pu voir là au Québec au niveau d'augmenter l'efficience opérationnelle ou la productivité des entreprises. Donc faire plus avec autant de ressources humaines. Ceci étant dit, maintenant que nous on ressent que depuis, je vous dirais, le mois de janvier, là, ça fait un bon trimestre, en tout cas dans certains secteurs, évidemment je ne vais pas parler de la restauration ou de l'hôtellerie, mais dans certains secteurs comme le secteur financier par exemple, ça repart énormément. Et là, on sent que il n'y a plus personne pour pouvoir travailler sur les nouveaux projets. La pénurie de main-d'œuvre se fait beaucoup sentir. Et c'est pas toujours la solution d'être en télétravail avec des personnes qui sont en Europe, en Asie ou ailleurs dans le monde. Ça ne remplace pas, encore une fois, la spécificité des personnes qui vivent au Québec, premièrement. Je pense que ça fait partie de la meilleure main-d'œuvre au monde. Puis deux, les liens. Encore une fois, je reviens aux liens locaux. On a beaucoup vécu ça aussi dans la pandémie, le panier bleu, le manger local. On a vu à quel point on était fragile sur certains aspects par rapport aux vaccins, par rapport aux masques, par rapport à notre chaîne d'approvisionnement. Alors ça aussi, je pense qu'il y a une prise de conscience collective à dire que le local, il y a des inconvénients, c'est parfois plus cher, mais il y a tellement d'avantages qu'au final, il faudrait peut-être qu'on commence à penser à redévelopper nos industries, à ravoir des grandes bannières, des grandes entreprises dont le siège social est au Québec, parce que là aujourd'hui on en perd plus qu'on en crée. Et puis c'est sûr que les entrepreneurs ont un rôle clé à jouer. 80% des entreprises au Québec, ce sont des PME, donc il ne faut pas l'oublier. L'économie québécoise, elle tourne à travers les PME, elle ne tourne pas à travers les grandes entreprises. Oui, effectivement. Donc ils ont un rôle extrêmement important à jouer, notamment dans la relance économique et dans la relance humaine, si je puis dire, par rapport à la main-d'œuvre. Comme vous l'avez souligné, différents paliers de gouvernement travaillent, ils ont dévoilé des plans d'action pour une relance économique. Quel rôle jouera votre organisation dans la relance économique, surtout en ce qui concerne Montréal? Alors, nous, vraiment, on a entamé des activités de lobbying en date d'août 2020, donc en pleine pandémie. Notre mission au PMU Montréal, on a deux grands volets. Le premier volet, c'est de faire rayonner la gestion de projet au Québec. Et le deuxième volet, c'est évidemment de bien servir nos membres, notre communauté. Alors, sur le premier volet de notre mission, le rayonnement de la gestion de projet au Québec, lorsqu'on a vu que le gouvernement comptait relancer l'économie en lançant 181 grands projets, le projet de loi 61 au Québec, donc là vraiment la relance à travers les projets, on s'est mis dans une démarche de lobbying auprès du gouvernement pour le sensibiliser à l'importance de la gestion de projet. Parce que c'est bien beau de mettre des milliards sur la table, encore faut-il bien les dépenser. Parce que c'est sûr que les statistiques démontrent que 15% des budgets des projets sont gaspillés à cause d'une mauvaise gestion de projet. Donc nous, vraiment, notre démarche, c'est de sensibiliser le gouvernement à adopter les meilleures pratiques en gestion de projet pour éviter qu'il y ait ce gaspillage de 15% là. Parce que 15% d'un milliard, ça fait beaucoup de sous. Les 150 millions, ils pourraient servir à être réinjectés dans justement le réseau communautaire, par exemple, qui lui souffre de coupures récurrentes. Exact. Donc il y a vraiment une valeur importante pour les Québécoises et les Québécois à travers la gestion de projet au Québec. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de plaider auprès des différents ministères, auprès du Conseil du Trésor également. Oui, ça c'est vraiment très important. Est-ce qu'il y a une possibilité de carrément emmener une obligation que les jeunes entrepreneurs ils passent par vous?
Une obligation, ça c'est difficile parce qu'on n'est pas un ordre professionnel. Donc par rapport, comparé à l'ordre des ingénieurs, l'ordre des architectes, le collège des médecins, le barreau du Québec, c'est sûr que nous, on ne peut pas passer par la loi pour obliger quelque chose. Par contre, ce que nous, on essaie de dire au gouvernement, c'est qu'il faudrait peut-être qu'il y ait une loi cadre ou qu'il y ait des politiques gouvernementales qui obligent les ministères à adopter les meilleures pratiques et qui obligent les entrepreneurs qui travaillent pour les ministères à adopter les meilleures pratiques en gestion de projet, toujours pour éviter ce fameux 15% de gaspillage d'argent public. Finalement, c'est votre argent, c'est le mien. Au final, c'est nous qui payons tout ça. Alors on est vraiment dans cette démarche, c'est quelque chose qui est assez long, les discussions, donc on verra si ça aboutit, on a très bon espoir. Et puis le deuxième point que je voudrais amener ce matin à notre audience, c'est que le PMI Montréal, dans son nouveau plan stratégique 3 ans, a tout un axe sur le communautaire. On s'aperçoit que le volet communautaire au Québec est très important. C'est vraiment un tissu social critique, primordial pour notre économie. Et souvent, on s'aperçoit que dans le milieu communautaire, les pratiques de gestion de projet ne sont pas connues ou sont mal maîtrisées. Donc, on a décidé, encore une fois, dans notre mission de rayonnement et dans notre mission d'aider la communauté, on a décidé de mettre davantage l'emphase auprès du milieu communautaire, de pouvoir les aider. Donc, on a beaucoup de bénévoles, des professionnels très expérimentés qui sont prêts à venir aider, accompagner, coacher, supporter des entrepreneurs qui se lancent en affaires ou qui sont déjà en affaires, des OBNL, pour pouvoir finalement leur permettre de grandir et de redynamiser un petit peu le tissu économique au Québec. Ça, c'est très intéressant. Certainement, on va y revenir. Montréal est une ville multiculturelle. Quelle est votre stratégie pour assurer une reprise économique inclusive? Alors pour nous, l'inclusion, en fait, c'est pas nouveau au PMI. Le Project Management Institute, le PMI dont nous faisons partie, est quand même une organisation qui est internationale. Il y a 310 chapitres à travers la planète. On est représenté dans à peu près tous les pays du monde. Donc la diversité, l'inclusion fait partie de notre ADN. Quand vous regardez la composition du conseil d'administration, quand vous regardez la composition de notre staff, quand vous regardez nos bénévoles, en fait, ce sont des gens qui viennent quasiment de partout dans le monde. Donc, c'est vraiment un patchwork de culture. Et pour nous, c'est super important. Alors, on fait pas ça pour avoir l'air super cool en 2021. Encore une fois, ça fait 45 ans qu'on le fait. Puis on le fait pour une très bonne raison. C'est que, encore une fois, les données démontrent que lorsque on a des gens de divers horizons culturels, qu'ils soient linguistiques ou autres, une diversité aussi en termes de hommes-femmes, etc., on s'aperçoit que la gestion des risques dans les organisations est bien meilleure. Donc les risques d'une organisation sont mieux gérés si on a davantage de diversité et d'inclusion dans une organisation. Et ça, c'est démontré. Là, il y a vraiment des données là-dessus. Et d'ailleurs, le gouvernement du Canada est en train de l'appliquer au niveau des conseils d'administration des sociétés d'État. Donc, il commence à définir des quotas en termes de diversité et d'inclusion à ce niveau-là. Donc ils prennent ça très au sérieux. Et nous, de notre côté, encore une fois, on l'a toujours fait et on continue à le faire. On a même mis en place un programme d'accompagnement au niveau des immigrants. Parce que ici, on attire au Canada quand même des immigrants de très haut calibre. Vous le savez peut-être, en tout cas moi je suis passé à travers le processus, puis ils en demandent des papiers, ils en demandent des diplômes, ils en demandent des... ici, on sélectionne les immigrés qui arrivent. Par contre, une fois qu'ils sont arrivés sur le territoire, là, on s'en sert peut-être pas à leur plein potentiel. Et donc, il y a encore une espèce de barrière, je vous dirais peut-être psychologique, au niveau du marché de l'emploi vis-à-vis de cette population. Alors, nous, on a développé un programme d'aide justement aux immigrés qui arrivent, donc des membres, par exemple, du PMI Brésil, PMI Inde, PMI Chine, qui débarquent à Montréal pour travailler. Alors, ils rejoignent notre chapitre, PMI Montréal, et puis nous, en fait, on va les aider sur plusieurs aspects. Au niveau du CV, au niveau du coaching de présentation. On va les aider au niveau du réseautage pour trouver la première job, qui est une des plus difficiles à trouver. Donc, vraiment, on va les accompagner pour les intégrer du mieux possible dans le tissu social et tissu économique
de Montréal. Encore une fois, il y a une grande particularité de l'île de Montréal versus les régions. Alors nous, on n'a pas du tout la même réalité quand on parle à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or ou à Sept-Îles, vous l'imaginez. C'est d'autres défis, mais il y a quand même des similarités dans tout ça. Donc on est vraiment très très proactif parce qu'on voit définitivement la valeur que ça apporte dans nos organisations. Henri-Jean Bonny, président de PME Montréal, merci, au plaisir. Merci beaucoup Mohamed pour l'invitation et je vous souhaite bonne relance. Merci, vous aussi. À bientôt. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Toujours dans le contexte socio-économique, je reçois M. Louis-Edgar Jean-François, président directeur général du groupe 3737. M. Louis-Edgar, bonjour. Bonjour. 6 mois depuis la création du Fonds de soutien fédéral aux entrepreneurs des communautés noires, comment vous évaluez l'avancement jusqu'à date? Ça va très bien. Dans le fond, on est vraiment en ligne avec ce qui était prévu. Donc là, la coalition d'organisations pan-canadiennes a été mise en place. On commence tranquillement là vraiment à mettre en place l'entité. Donc là, ça demande, c'est vraiment une nouvelle entité qui est mise en place. Donc ça prend un certain temps. On continue également les échanges, donc finaliser les critères avec les institutions financières. Donc on s'enligne pour pouvoir annoncer de bonnes nouvelles dans le courant du mois de mai. D'accord. Est-ce que il y a la population a répondu? Est-ce qu'il y a le type de profil? C'est sûr qu'au niveau de la population des entrepreneurs, si on veut, c'est sûr que là, présentement, il n'y a pas encore une disponibilité des fonds. Comme je disais tout à l'heure, okay. On est en train de mettre en place l'organisation, finaliser, si on veut, les critères d'organisation financière. Mais oui, je dirais qu'il y a quand même une certaine frivolité, si je peux dire ça. Là, dans le fond, les entrepreneurs attendent justement ce financement-là. Ils attendent quand même depuis un petit moment. Donc oui, il y a une réponse. Et les réponses, c'est vraiment le moment. Donc, les demandes, c'est vraiment le moment de la disponibilité des fonds. Donc, on travaille très fort là-dessus. Donc, on espère encore une fois pouvoir annoncer des bonnes nouvelles là, dans le courant du mois de mai. La Ville de Montréal a décidé aussi de soutenir financièrement le projet. Comment il pourra répondre ou soutenir vos démarches? Dans le fond, la Ville de Montréal, dans le fond, ce n'est pas nécessairement, ils ne sont pas impliqués directement dans l'initiative là, pour supporter les entrepreneurs noirs. Dans le fond, de la Ville de Montréal, on a établi un partenariat avec le groupe 3737 pour vraiment, dans le cadre de l'initiative Entreprendre ensemble. Donc, c'est vraiment de pouvoir venir sensibiliser des curieux entrepreneuriaux, si je peux m'exprimer ainsi, pour les amener justement à choisir l'entrepreneuriat. Donc l'initiative est vraiment cible vraiment des quartiers stratégiques. Donc on parle du quartier Saint-Michel, on parle de Montréal-Nord, on parle également de Côte-des-Neiges, donc différents quartiers justement pour éveiller cette curiosité entrepreneuriale chez certaines personnes, puis les amener justement à créer un projet concret et potentiellement les amener à croître et à développer ces projets-là. Vous le savez que, qu'on l'avait dit je vous ai reçu la première fois, les attentes, pas juste des membres de la communauté noire, mais d'autres communautés sur les conclusions, la concrétisation des projets. Et il y aura un impact majeur aussi, pas juste sur la population, mais aussi sur les décideurs, la réussite de vos projets. Tout à fait. Donc c'est ça. Donc l'idée, c'est au départ, c'est de commencer où il y a les plus grands besoins. Donc on a senti du côté des communautés noires, il y avait un besoin qui semblait être très fort. Donc on a voulu adresser ça en premier. Mais encore une fois, là, nos initiatives sont vraiment inclusives. Donc on parle souvent de diversité et inclusion. Oui, là présentement, on a un focus sur les communautés noires, mais on veut vraiment travailler pour faire en sorte que du côté de la diversité et de l'inclusion, là, de façon générale, que les ressources et que le support soit là. Donc là, on a comme un volet communauté noire, mais encore une fois, là, notre idée, c'est vraiment de répliquer ce modèle-là, puis de pouvoir continuer d'être inclusif, puis de pouvoir supporter également d'autres communautés à travers le Québec et à travers le Canada. Ça, j'avais cette
question aussi. Le groupe 3737 que vous dirigez est membre fondateur de la Fédération africaine-canadienne de l'économie. Pouvez-vous nous parler de cette nouvelle organisation, sa raison d'être et ses objectifs? Donc, comme je disais au début de l'entrevue, donc l'idée c'était vraiment de pouvoir créer, si on veut, une ressource spécifique pour pouvoir aider les entrepreneurs des communautés noires. Donc, l'année passée, il y a certains enjeux là qu'on a pu constater là sur le terrain là, en accompagnant nos entrepreneurs, mais des enjeux qui semblaient être plus criants du côté des entrepreneurs et des communautés noires. Donc, notre idée, c'était vraiment de travailler avec le gouvernement, leur proposer une initiative et de mettre en place, si on veut, cette initiative spécifique. Donc, la coalition FACE, donc qui est une coalition d'organisations à travers le Canada, dont le groupe 3737 fait partie, est une organisation qui a été choisie par le gouvernement pour justement gérer et pouvoir distribuer, dans le fond, la partie prêt pour les entrepreneurs issus des communautés noires. Donc, notre but, on commence avec une partie prêt, mais notre but, c'est vraiment de créer des ressources. Donc, c'est d'utiliser, si on veut, le financement gouvernemental pour octroyer des prêts, mais pour essayer de créer un effet de levier, amener des partenaires, amener des acteurs, que ce soit d'autres institutions financières, que ce soit, on parle d'un écosystème entrepreneurial, donc de faire vraiment participer, si on veut, les différents acteurs, si on veut, de support entrepreneuriaux pour leverage, encore une fois, pour créer un effet de levier et pérenniser, si on veut, ces fonds gouvernementaux, puis des fonds également qui proviennent des institutions financières. Exactement. Quand vous parlez de gouvernement, vous parlez de gouvernement fédéral. Est-ce que cette organisation peut assurer un plan d'action constant pour les communautés noires aussi au niveau et devenir interlocuteur auprès du gouvernement du Québec et la Ville de Montréal? Oui, c'est ça l'objectif dans le fond. Donc, c'est sûr qu'on a réussi à sensibiliser le gouvernement fédéral, mais encore une fois, l'idée c'est vraiment de faire intervenir puis de faire participer les différents acteurs. On parle d'acteurs gouvernementaux, mais les acteurs gouvernementaux à tous les paliers, que ce soit fédéral, provincial et municipal. Donc c'est là. On travaille justement à voir comment le gouvernement provincial pourrait participer à cette initiative-là. Du côté de la Ville de Montréal, donc, comme je disais tout à l'heure, donc on commence du côté du groupe 3737, donc on commence une première collaboration. Et l'idée, c'est vraiment de peut-être communiquer un peu là, qu'est-ce qu'on fait à plus grande échelle, puis voir là comment que la ville pourrait également participer. Donc c'est en cours. Donc comme je disais là, on a la chance de bénéficier d'un écosystème entrepreneurial qui inclut des acteurs publics, privés et des organismes. Donc l'idée c'est vraiment de travailler à faire participer tout le monde, et encore une fois pour créer cet effet de levier et maximiser les ressources disponibles. Une dernière question, comment vous voyez le fait que vous prenez cette initiative et être le porte-parole ou un leader auprès des communautés noires du Québec? Est-ce que pensez-vous que c'est un fardeau ou bien c'est un avantage pour vous? Je parle du groupe 3737. Je pense que c'est un fardeau à la fin. Dès le départ, notre objectif c'était d'adresser des enjeux que vivait la diversité. Et puis l'idée c'est vraiment de pouvoir adresser ces enjeux, mais également de travailler à si on veut, maximiser le potentiel économique de ces communautés-là. Donc c'est ça à la base. Donc ce qu'on fait relativement aux communautés noires, donc ça entre en ligne avec notre objectif initial de support à la diversité et à l'inclusion. Donc je dirais pas c'est pas un fardeau, c'est un privilège de pouvoir servir et de pouvoir supporter ces communautés. Donc encore une fois là présentement nous sommes à aider les communautés noires, mais l'idée c'est de pouvoir répliquer ce modèle, puis le modèle qu'on met en place, puis pouvoir vraiment aider de façon inclusive les communautés, puis offrir une offre d'accompagnement et de support adapté vraiment aux réalités de ces communautés. Donc on est privilégié de pouvoir faire le travail qu'on fait et on est bien heureux. L'idée c'est vraiment de continuer dans ce sens-là et de pouvoir encore une fois là, à la fin de la journée pouvoir créer les ressources pour supporter ces communautés. Louis Edgar Jean-François, président directeur général du groupe 3737. Merci, au plaisir. Merci, à très bientôt. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels,
hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroun, en direct du 102.3 FM. En dehors des tribunaux où la contestation juridique se poursuit contre la loi sur la laïcité, l'Observatoire sur la formation à la diversité et l'équité a publié récemment une recherche sur les effets de la loi 21 sur les facultés et les départements d'éducation. Pour en parler, je reçois Dr Maryse Potvin, directrice Observatoire sur la formation à la diversité et l'équité. Dr Potvin, bonjour. Bonjour. Alors, peut-être avant de présenter les faits saillants de cette recherche, pouvez-vous nous parler du contexte, les objectifs et les profils des participants à ce projet de recherche? Oui, alors, dès que la loi a été finalement adoptée, on a vu plusieurs problèmes se poser dans les facultés d'éducation. On a entendu beaucoup de choses de différents acteurs, en fait, des gens, par exemple, qui, au bureau de la formation pratique, doivent placer des stagiaires dans des milieux de stage, dans des écoles. Ensuite, on a entendu donc des situations discriminatoires, des jeunes étudiants, stagiaires, des étudiants qui venaient se plaindre d'avoir été victimes de propos, de gestes ou d'exclusion dans les stages, par exemple, etc. Puis nous, on a voulu donc connaître davantage l'ampleur du problème. Donc, on était un petit groupe, on a formé un petit groupe de travail avec des professeurs de différentes universités, on fonctionne en réseau à l'Observatoire, donc on a des représentants, si on veut, ou des participants de différentes universités qui enseignent sur ces questions dans les facultés, entre autres d'éducation, dans les programmes en enseignement, du moins. Désolé, des problèmes techniques nous ont empêché de continuer avec Dr Potvin. À vous la parole, docteur. Oui, alors j'expliquais qu'il y avait plusieurs situations d'exclusion, des refus de stage, des décisions qui avaient été rapportées, donc arbitraires et tout ça. Alors que la loi, en fait, 21, sur la loi sur la laïcité, ne s'applique pas aux stagiaires en éducation. Elle touche uniquement les personnes qui sont en situation d'emploi avec un centre de service scolaire ou une école, là, on s'entend. Donc, les personnes qui sont stagiaires, qui ne sont pas payées, ne sont pas salariées par les écoles. Donc, mais ça oblige les universités et les acteurs de l'université à prendre des positions, des décisions, de trouver des solutions, sans qu'on les encadre de façon claire, sans qu'il y ait des repères juridiques pour eux. Et donc, il y a un grand flou quant à la reconnaissance des droits des personnes, des stagiaires qui portent un signe religieux. Donc, et on se rappellera que c'est une loi qui a été adoptée sous l'effet de Bayon, sous Bayon. Et donc, c'est très difficile de contester cette loi-là. Bon, il y a des poursuites en ce moment, il y a des causes en cours là, devant les tribunaux. Et donc, on attend de voir qu'est-ce que ça va donner, mais on a donc décidé de faire ce sondage-là. On s'est réunis, on s'est posé la question, quels sont les effets de la loi 21 sur les facultés, les départements d'éducation des universités québécoises et sur les personnes qui œuvrent au sein de ces institutions ou qui étudient en leur sein. Donc, on a fait ce sondage-là l'année dernière, en fait, au mois de mars-avril, en français et en anglais, dans les 12 universités québécoises où il y a des départements d'éducation. Et il y a plus de 2000 questionnaires qui ont été remplis, autour de 2800 questionnaires qui ont été remplis, mais il y en a seulement autour de 1000 qui ont été conservés parce que il y en avait qui n'étaient pas complétés entièrement. Et donc, on a fait des analyses avec avec les commentaires qui avaient été donnés dans le questionnaire. Il y avait des questions fermées, des questions ouvertes. Et donc, il y a 5 parties. La première portait sur les informations générales sur les personnes, les actions qui avaient été posées par les universités, et si depuis l'adoption de la loi, donc dans la 3e partie, s'il y avait des formes de traitement négatif ou discriminatoire
qui avait été perçue par les employés? Est-ce qu'il y avait des mesures institutionnelles pour contrer ces situations discriminatoires en l'égard des stagiaires? Est-ce que les stagiaires avaient été victimes ou témoins de formes de traitement négatifs ou discriminatoires? Informés aussi des situations, des mesures institutionnelles? Et est-ce qu'il y a eu des modifications même dans la formation, les cours qu'on donne? Est-ce qu'il y a eu plus d'échanges conflictuels dans les classes? Et est-ce qu'il y a eu des effets négatifs sur les relations entre les membres du personnel ou entre les membres du personnel, les acteurs des milieux, les étudiants, etc. Donc, c'était en gros les questions qu'on a posées dans ce questionnaire-là. Est-ce que je peux vous présenter un peu les répondants, les personnes qui ont répondu? Est-ce que c'est... Oui, le profil des répondants, mais aussi votre conclusion à vous. Ah, d'accord. Il y a plus de femmes qui ont répondu que d'hommes. C'est surtout des jeunes étudiants, donc des 18-29 ans ou la tranche des 40-49 aussi. La majorité des répondants étaient non-immigrants. La majorité avait le français comme langue maternelle. Il y a un peu plus de personnes, à peu près 12% appartenaient à une minorité visible ou religieuse. Donc, il y avait surtout, comme on le voit, il y a surtout des superviseurs de stage ou des enseignants associés dans les écoles, c'est-à-dire ceux qui reçoivent des stagiaires dans les écoles, et des étudiants de premier cycle qui font des stages, donc qui ont répondu. Et surtout dans certaines universités ou écoles, donc les gens qui travaillent dans les écoles, mais aussi quelques universités qui ont plus répondu, par exemple l'UQAM, l'Université de Sherbrooke, par exemple. Et les grands constats généraux qu'on voit, là, je vais éviter tous les chiffres qu'on a, mais on constate effectivement qu'il y a des traitements négatifs ou discriminatoires qui ont été subis par des stagiaires des programmes de premier cycle en enseignement, donc des futurs enseignants, qui entraînent des effets négatifs importants pour eux au plan psychologique, au plan relationnel, mais au plan de la réussite et de l'intégration professionnelle de ces personnes-là. Des effets qui sont polarisants, des échanges plus conflictuels en classe, à l'université même, voire parfois des conflits ouverts, donc ça a polarisé les gens entre eux. Il y a par contre des actions institutionnelles qui ont été posées, mais parfois ça questionne beaucoup ce qu'on fait, parce que lorsqu'on déplace des gens de milieu de stage, par exemple, c'est des situations problématiques, on va avoir tendance à les mettre ailleurs. Ça pose des problèmes parce que ça ne règle pas le problème à la source. Ça fait juste presque corroborer ou enfin ça admet que la loi s'applique quand même, donc ça ne conteste pas la loi comme telle. Et donc, le placement des stagiaires dans un autre milieu de stage, lorsqu'elles vivent des hostilités de la part du milieu de stage, envoyer parfois juste une lettre au milieu de stage par les universités, parce que c'est ce qu'elles font. Parfois, elles envoient des lettres en disant « Nous, on n'acceptons aucune discrimination, aucun propos discriminatoire, aucun geste ». Mais ça ne résout pas nécessairement le problème, et ça a des effets quand même sur les personnes de façon assez importante. Donc, on a vu tout de même il y a à peu près autour de 20% des personnes des minorités qui savaient qu'il y avait des situations de stage et qui ont vécu. Donc, c'est une personne sur 6 qui a rencontré des situations problématiques dans ces dans les situations dans les milieux de stage. Donc, les effets de la loi 21, les gestes, les propos, les comportements hostiles à l'égard des personnes qui portent un signe religieux, il y en a eu. Il y a des actions institutionnelles, mais aux effets contradictoires, malgré qu'il y a des objectifs de protection de la part des universités. Pour les personnes exclues ou qui ont été victimes de ces propos ou de ces comportements, elles se retrouvent beaucoup plus vulnérables, en situation. Elles sont dans une situation vulnérable parce qu'elles sont en situation d'évaluation. C'est déterminant pour leur parcours et leur carrière. Et elles ont un sentiment de rejet, de détresse, de discrimination. Et ça touche évidemment à 20%, selon les constats. C'est le fait d'être les facteurs de vulnérabilité, c'est surtout le fait d'être une femme.
être issus de l'immigration de première génération, donc près de 36%, on dit ça, de deuxième génération aussi, donc des jeunes nés ici, avoir une autre langue que le français, appartenir à une minorité visible et ou religieuse. Donc 40% des gens ont dit que c'était... donc on constate que 40%, dans 40% des cas, c'est des facteurs de risque ou des facteurs de vulnérabilité, si on veut. Oui. Docteur... Les facultés doivent se positionner. Donc, il y a des messages contradictoires avec ce que le plan stratégique du ministère dit en matière d'équité, diversité, inclusion. Qu'est-ce qu'on envoie aussi comme message aux enfants dans les écoles, etc. Docteur, très brièvement, quel sera l'impact moyen long terme de la loi 21 sur le milieu universitaire et celui de l'éducation? Ben écoutez, c'est que ça place, les universités certaines ont pris des positions contre, c'est-à-dire qu'elles ont décidé de ne pas l'appliquer et de forcer un peu les milieux de stage à ne pas appliquer la loi parce que les étudiants ne sont pas soumis à cette loi-là. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont à la fois employés parce qu'ils font des remplacements. Donc, lorsqu'elles font des remplacements, il faut qu'elles enlèvent leur voile, par exemple. C'est surtout les femmes qui portent le hijab qui sont dans cette situation de discrimination. Mais lorsqu'elles sont étudiantes, elles peuvent mettre leur hijab. Donc, c'est un peu bizarre parce que dans la même école, si elles sont payées, elles doivent enlever le hijab. Si elles ne sont pas payées, elles doivent le remettre. Et ce que ça pose comme problème, c'est qu'il va y avoir des recours juridiques et les facultés doivent se positionner, mais quels sont leurs recours juridiques ou les services juridiques de leur université, l'ombudsman, par exemple, quels sont leurs rôles à ces services-là face aux stagiaires, parce que là, pour l'instant, ce sont surtout des bureaux de formation pratique et des superviseurs de stage qui doivent gérer ça eux-mêmes. S'il n'y a pas, par exemple, est-ce que les facultés décident de ne pas appliquer la loi ou de l'appliquer? Est-ce qu'on envoie... Donc, c'est ça, il y a à long terme, est-ce qu'il faut former les enseignants, les maîtres associés, mais en fonction de la décision que les universités vont prendre? Par exemple, McGill a clairement pris une décision pour dire qu'elle ne reconnaît pas la loi. Les autres ont pris des décisions pour dire qu'elles ne vont pas tolérer les situations de discrimination et prendre les moyens nécessaires, mais à force de remplacer ou de déplacer, des gens de milieu de stage, c'est pas tellement efficace à long terme. Donc, les pistes qui se dégagent en ce moment, c'est de parler aux différentes tables de centres de services ou de contester, que les universités puissent contester elles-mêmes la loi, l'application de la loi, parce que c'est trop préjudiciable et problématique. Donc, c'est pas préjudiciable auprès de leurs étudiants, alors que les universités ont la responsabilité d'assurer leur réussite scolaire, leur réussite éducative, pardon. Et c'est compliqué pour elles de se positionner par rapport à ça, parce que c'est elles qui doivent gérer les situations problématiques qui présentent. Donc, à long terme, ça a des effets sur les décisions de carrière des personnes, sur ce que les universités vont décider de faire. Elles vont elles-mêmes décider de poursuivre devant les tribunaux ou de se doter d'un service juridique qui va aider les étudiantes à poursuivre, etc., etc. Donc, c'est très difficile à savoir exactement ce qui va arriver, mais c'est la situation dans laquelle on se retrouve actuellement. Certainement, on va suivre le dossier. Dr Maryse Potvin, directrice de l'Observatoire sur la formation à la diversité et l'équité. Merci, au plaisir. Merci, au revoir. De retour à l'émission, nous continuons à mettre en lumière la question de la violence conjugale. Cette fois, un autre regard, celui des maisons d'hébergement. J'ai avec moi Madame Chloé Derech, directrice générale de la maison Flora Tristan. Madame Derech, bonjour. Bonjour. Comment une maison d'hébergement comme Flora Tristan répond aux besoins des femmes victimes de violences conjugales? Bien, d'abord, il faut savoir que la maison Flora Tristan, c'est une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales de toutes les communautés culturelles. Donc, on adapte nos services, que ce soit au niveau de la langue, mais aussi au niveau de la sensibilisation culturelle. On inscrit nos services sur un continuum de services en violence conjugale. Donc, d'abord, on offre des services externes
pour les femmes qui vivent de la violence conjugale, mais qui sont pas encore prêtes ou qui ne veulent pas venir en maison d'hébergement, mais qui voudraient faire le point sur leur situation, comprendre ce qui se passe, planifier un départ en toute sécurité. On offre après ça des services qu'on appelle, nous, dans notre jargon, première étape. Donc, quand la femme quitte le conjoint violent, qu'elle a besoin de services immédiats de sécurité, bien là, elles vont habiter une chambre avec leurs enfants et le reste sera en communauté. Donc, le salon, la cuisine, salle de jeu. Il va y avoir des intervenantes sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui vont pouvoir les accompagner, les recevoir, peu importe le moment ou l'heure de la journée. Le séjour en première étape va varier habituellement entre 1 et 3 mois, je dirais. Et puis, à la fin de ce séjour-là, environ 7 ou 8% des femmes là, qui sont le plus à risque d'homicide, qui vivent vraiment beaucoup de violences conjugales post-séparation, peuvent faire une demande dans ce qu'on appelle la deuxième étape. Donc là, ce sera un logement transitoire sécuritaire. Elles vont pouvoir habiter là pendant environ 1 an, puis elles vont continuer à recevoir des services psychosociaux pour finaliser la mise en place d'un filet de sécurité. Et finalement, bien, on offre aussi des services post-hébergement. Donc, les femmes qui terminent un séjour en première ou en deuxième étape, mais qui ont encore des petites démarches ponctuelles à finaliser, on va pouvoir continuer de les suivre pendant un certain temps. Et puis, bien, la Maison Flora Tristan, elle reçoit annuellement autour d'une centaine de femmes et autant d'enfants donc qui franchissent les portes pour se sortir de la violence conjugale. Selon le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, le manque d'hébergement se fait particulièrement sentir dans les régions de Montréal, Laval et de l'Outaouais. Comment ce manque de maisons d'hébergement contribue à l'augmentation des cas de violences conjugales faites aux femmes? Bien, c'est vrai effectivement qu'il y a des régions qui sont plus particulièrement touchées par le manque de place. J'ajouterais aussi que l'Alliance provinciale des deuxième étapes a également mis en lumière certaines régions qui n'ont pas du tout de services de deuxième étape, donc une coupure dans le continuum des services. Donc, je dirais qu'en fait, le fait que les femmes cherchent de plus en plus à quitter un conjoint violent, bien, ça démontre d'abord que les campagnes de sensibilisation sont efficaces. Donc, en soi, c'est positif. Mais il faut savoir que la fenêtre ouverte pour demander de l'aide est parfois extrêmement restreinte. Donc, quand les femmes réussissent à demander de l'aide, c'est parfois leur seule chance de le faire. Puis ce serait vraiment important que l'aide soit disponible au moment où elles font cette demande-là, parce que sinon, ben, comme on peut le savoir, les conséquences, sinon, peuvent être catastrophiques. Exact. Mais quelles sont les options offertes aux femmes quand les maisons, par exemple, ils sont pleines? Ben, parfois, comme je disais tantôt, il y a certaines régions qui n'ont pas du tout de service, donc elles vont se déplacer vers d'autres régions, des maisons d'hébergement dans d'autres régions, mais évidemment, ça veut dire quitter complètement son réseau, tout ce qu'elle peut avoir autour d'elle. Certaines femmes vont aller habiter chez des amis, chez des membres de leur famille, encore même à l'hôtel, mais il faut savoir évidemment que même si le soutien des proches est extrêmement important pour se sortir d'une relation violente, d'habiter chez des personnes de son entourage, c'est pas toujours sécuritaire, ni pour la femme, ni pour la personne qui pourrait l'héberger. D'abord, le conjoint risque de la retrouver très facilement, mais aussi parce qu'il peut essayer d'utiliser les proches pour tenter de reprendre le contrôle sur elle. Et puis, il faut savoir que le manque de place, c'est un problème vraiment réel. Puis les maisons vivent beaucoup d'impuissance avec cette problématique-là. C'est toujours difficile pour une intervenante de refuser une femme par manque de place alors qu'on sait qu'elle est à risque. On a beau référer, évidemment, on va pas juste raccrocher la ligne, on va la référer vers d'autres ressources, mais on ne sait jamais si, en bout de ligne, elle va pouvoir réussir à se trouver une place. Donc, c'est vraiment urgent là, que le gouvernement consolide financièrement non seulement les places qui sont actuellement disponibles, mais aussi qu'il finance, qu'il ouvre, qu'il permette d'ouvrir des nouvelles places, tant en première qu'en deuxième étape. On assiste à une montée de violence conjugale. Jusqu'à quel point la pandémie a aggravé cette problématique? Bien, il faut savoir que la violence conjugale, c'est un choix qu'un conjoint fait pour asseoir sa domination sur l'autre. C'est une prise de contrôle. C'est vraiment une stratégie qui est utilisée pour dominer sa compagne, son amoureuse, sa blonde, sa conjointe. Donc, on peut imaginer que la pandémie, ça a permis en fait aux conjoints violents d'asseoir complètement leur contrôle sur leurs victimes. C'est facile d'imaginer que les femmes qui étaient confinées à la maison avec leur agresseur vivaient vraiment l'enfer au quotidien.
Et je rappellerais que le moment le plus dangereux pour une femme qui est victime de violence conjugale, c'est le moment où le conjoint a l'impression de perdre une partie de son contrôle. Donc, le déconfinement a pu être vécu comme une perte de contrôle, comme une perte du pouvoir, en fait, de domination. Puis là, on est rendu à 9 féminicides, 9 meurtres conjugaux en autant de semaines. C'est absolument inacceptable. Moi, je rappellerais que le comité d'expertes et d'experts en violence conjugale et en agression sexuelle a déposé un rapport qui comporte 190 mesures pour contrer la violence conjugale, pour contrer les homicides conjugaux. Ce rapport-là, il a été déposé en décembre. Comment ça se fait qu'avec le nouveau budget qui vient juste d'être déposé, on n'a pas pensé à financer un moyen de concrétiser ces mesures-là? Les solutions, on les a, mais il faut de l'argent pour les concrétiser. Est-ce que c'est la solution, selon vous, alors, c'est question d'argent ou il y a d'autres mesures qu'il faut entreprendre, entre autres une volonté politique pour agir? Oui, bien évidemment, il faut un leadership fort de la part de notre gouvernement. Il faudrait que notre société, tous les hommes et les femmes de notre société s'indignent de la violence conjugale, dénoncent la violence conjugale, qu'on responsabilise les conjoints qui sont violents. Je pense qu'effectivement, ça prend un leadership fort, mais pour assurer ce leadership-là, ben oui, ça prend des sous. Il faut financer, moi je pense entre autres, il faudrait non seulement des nouvelles places, pour les femmes qui demandent de l'aide, mais il faudrait aussi déployer des services d'échange de garde supervisés dans toutes les régions aussi. Il y a encore des régions qui n'en ont pas ou très peu. À Montréal, il y a seulement 2 endroits, donc c'est très peu comme service. Il faudrait aussi un plan de formation pour les policiers, les juristes. Il faut déconstruire le mythe aussi que la violence s'arrête avec la rupture. Puis quand on fait des représentations judiciaires, entre autres, quand on pense justement à l'échange de garde des enfants, ben s'assurer que la violence conjugale post-séparation, on en tient compte. Il faut aussi s'assurer que pour les femmes à statut précaire, le statut migratoire ne soit pas un obstacle de plus pour briser le cycle de la violence. Je pense aussi aux personnes handicapées, autant les femmes que les enfants. Une femme qui a un enfant à mobilité réduite en chaise roulante, par exemple, il y a très peu de maisons d'hébergement actuellement qui ont des maisons adaptées. Donc, il faut déployer les services pour pouvoir accueillir toutes les personnes qui ont besoin d'aide. Et puis, c'est ça. Je dirais que vraiment, il faudrait que notre gouvernement prenne un leadership fort, qui dise c'est assez la violence conjugale. Et puis, ça n'a plus de bon sens là, que des femmes puissent mourir sous les coups d'un conjoint violent qui veut à tout prix le contrôle. Chloé Derèche, directrice générale de Maison Flora Tristan. Merci, au plaisir. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. C'est la fin de notre émission. Merci de votre écoute. Merci à mon équipe de recherche. Merci à mon cher collègue René Di à la régie. Je vous donne rendez-vous le mercredi prochain à la même heure en direct de 102.3 FM.